Bienvenue dans Talk Afrique sur Médian TV. Merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro. Monu la disparition du 7e Khalif général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, le 10 janvier dernier, des suites d'une maladie. Bâtisseur connu pour ses discours unificateurs, il était présenté comme le serviteur de toutes les confréries, mais également comme le défenseur de communautés oppressées. Il avait d'ailleurs invité des membres de la communauté Rohingya de Birmanie l'an dernier au Grand Magal de Touba. Également dans ce numéro de Talk Afrique, il sera question de la vague de protestation en Tunisie contre les mesures d'austérité, un mouvement de contestation qui s'est illustré par des violences nocturnes 7 ans après la révolution qui avait emporté le régime de Ben Ali. Le malaise social demeure encore. Alors, sommes-nous à l'orée d'une nouvelle révolution en Tunisie? Décryptage dans cette émission avec nos invités. Bakary Samb, vous êtes ancien chef du département d'arabe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, mais également ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, M. Diallo. À vos côtés, nous avons Djibi Diakhaté, professeur et sociologue. Merci Djibi Diakhaté d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. Merci. Merci, messieurs, d'être avec nous. Nous le disons à l'entame de cette émission avec la disparition du 7e Khalif général des Mourides, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké. Mais avant d'aller dans le vif du premier sujet d'actualité évoqué tout à l'heure, nous allons d'abord parler, Djibi Diakhaté, des caractéristiques, ou les caractéristiques, si vous voulez, de la confrérie mouride au Sénégal. La confrérie mouride a été mise en place au XXe siècle par Cheikh Ahmadou Bamba. Cheikh Ahmadou Bamba est quelqu'un qui s'était installé dans une dynamique de confrontation par rapport à l'ordre colonial. Il ne faut pas oublier que le colonisateur français avait pour objectif de piller les ressources économiques, mais il avait compris que la meilleure façon de réussir dans cette mission, c'est de passer par l'assimilation, donc remettre en cause les pratiques culturelles locales. Dans cette perspective-là, il y avait des résistances armées, Lat Dior, Ndiadiane Ndiaye, Maba Diakhou, etc. Donc toutes ces résistances armées ont été défaites par le colonisateur. Il fallait mettre en place une autre forme de résistance plus intelligente, qui n'utilise pas les armes, mais qui cherche à protéger les valeurs culturelles et les représentations, les croyances locales. Et il y a eu des figures qui se sont installées dans cette dynamique de résistance pacifique ou résistance culturelle. C'est Cheikh Ahmadou Bamba, c'est Seydi Hadji Malick Sy, c'est Seydina Limamou Laye, etc. Donc, toutes ces grandes figures ont considéré qu'il y avait quelque chose d'essentiel qu'il fallait préserver. C'est la foi et les valeurs locales. Et pour ce faire, il fallait regrouper les populations autour d'une même entité que peut constituer une confrérie, mais une entité essentiellement fondée sur la foi, fondée sur la spiritualité. Le mouridisme s'est installé dans cette dynamique-là. Donc Cheikh Ahmadou Bamba, père fondateur du mouridisme, s'était dit au fond qu'il y a quelque chose d'essentiel au Sénégal, c'est les valeurs culturelles locales, mais c'est aussi les valeurs religieuses qui nous sont venues depuis plusieurs siècles au Sénégal et qui étaient sous la menace de la politique assimilationniste du colonisateur. Donc, mais à côté de cela, donc à côté de ce travail qui a été mené pour regrouper les populations autour de la foi, autour de la spiritualité, autour de la défense des valeurs culturelles locales, le mouridisme a mis l'accent sur le culte du travail, en considérant que c'est par le travail seulement que l'individu peut se prendre en charge, mais aussi que l'individu peut assurer l'émancipation de toute sa communauté. C'est pourquoi on parle du mouridisme comme la religion, ou enfin la confrérie d'obédience islamique arrimée essentiellement sur le culte du travail et sur la quête du savoir. Alors, professeur Samb, juste une question avant de poursuivre. L'homme qui parle de mouridisme au Sénégal pense aussitôt à la célébration du Grand Magal de Touba qui commémore le départ en exil du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba. Si vous devez nous parler aujourd'hui de la confrérie mouride au Sénégal, que retenir? Oui, c'est dire que c'est une confrérie, certes, qui a l'adhésion d'une grande majorité au Sénégal et à travers l'Afrique et le monde maintenant par la diaspora. Et c'est une confrérie, effectivement, comme le dit Djibi tout à l'heure, basée sur le culte du travail, donc donner le culte à Dieu, l'unique également, et que Ahmadou Bamba, dans tous ses ouvrages, eh bien, c'est des louanges aux prophètes, c'est l'unicité de Dieu, et que donc tout le monde connaît son combat contre le colonialisme, que tout le monde connaît aussi
ce que le mouridisme a apporté, la culture de l'arachide. Il y a beaucoup de livres qui ont été écrits là-dessus pour montrer comment le mouridisme a contribué donc au développement national. Il suffit de regarder aujourd'hui, eh bien, toutes les entreprises nationales, je dis bien nationales, au Sénégal, sont majoritairement détenues par donc des gens appartenant à la confrérie mouride. Et que le Magal est véritablement une rencontre spirituelle, mais c'est une rencontre économique aussi, et que je pense que ce que le Magal donne au Sénégal chaque année comme consommation, ça fait marcher les entreprises, ça fait marcher la diaspora qui vient avec ses biens, et que les mourides et non mourides même se rivalisent d'avoir contribué à la réussite du Magal. Donc c'est à la fois un ressourcement spirituel, mais aussi foire économique, comme l'était le pèlerinage à la Mecque à l'origine. La communauté mouride, justement, qui continue de pleurer son 7e khalife général, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, qui a tiré sa révérence le 10 janvier dernier, il faut le rappeler, Amadou Sabarba, de nos envoyés spéciaux à la ville sainte, revient sur les témoignages du Saint-Homme, témoignages qui sont d'ailleurs unanimes. La maison du nouveau khalife général des Mourides refuse du monde. À l'entrée, des files indiennes sont formées de part et d'autre. À l'intérieur, c'est la bousculade. Malgré la présence des forces de l'ordre, des fidèles sont incontrôlables. Après la disparition de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, c'est la valse des autorités politiques dans la ville sainte. Un saint qui a consacré sa vie à l'islam, et surtout à l'unité des musulmans au Sénégal au-delà des confréries. Le khalife général était un homme de Dieu, un rassembleur hors pair, et qui a fait tout pour la Oumma islamique. Vêtu d'un caftan bleu, le nouveau khalife de Bamba reçoit ses hôtes dans ce salon. Son condisciple, le khalife général de Tidiane, Serigne Baïsi Mansour, a fait le déplacement pour présenter les condoléances de la famille. Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, le défunt est présenté comme un modèle pour la jeune génération. Tout ce que je demande, c'est à la jeunesse de prendre exemple sur lui. Serigne Sidi Mokhtar était la chance du Sénégal. À cause de ce qu'il a incarné, à cause du message, comme il est éloquent, que tout le monde a écouté. Vous savez pourquoi? À cause du contenu du message, mais aussi à cause du porteur du message, qui est le khalife d'une confrérie. À Touba, c'est toujours la grande affluence. Des fidèles continuent à rallier la ville sainte pour présenter leurs condoléances à la famille mouride de Serigne Touba, Khadimou Rassoul. Alors, Djibi Diakhaté, nous l'avons suivi ensemble, cet élément de nos reporters, Amadou Sabarba, élément dans lequel on a remarqué cette image, le khalife général de Tidjane à côté du nouveau khalife général des Mourides, pour lui présenter ses condoléances. Quel enseignement retenir de cette image? Moi, je crois que c'est l'expression d'une ouverture, d'une solidarité, l'expression d'une adhésion à une seule et unique foi. L'idée, c'est qu'au Sénégal, vous avez plusieurs confréries religieuses musulmanes, mais qui, au fond, travaillent pour le même objectif. Il s'agit de défendre les valeurs de la religion dans un contexte mondial où certaines pratiques qui ont tendance à se développer sont orientées vers un combat mené contre la religion. Donc, je crois que là, c'est l'expression d'une solidarité, l'expression d'une unité entre les musulmans, l'expression d'une fédération, si vous voulez, des entreprises des uns et des autres pour constituer une véritable Oumma islamique au Sénégal, en Afrique et dans le monde entier. Mais il faut voir aussi que les confréries, dès le départ, ont constitué des espaces de rencontre, des espaces de solidarité multi-ethniques. On peut même considérer les confréries comme des entités transethniques, au sens où elles se situent au-delà des clivages ethniques et ont voulu regrouper les gens. Voilà qui a fait, par exemple, que le Sénégal n'a pas connu ces guerres interethniques. Parce que je crois que les confréries ont joué un rôle de ressort pour mettre ensemble des ethnies différentes. Dans le mouridisme, vous trouvez des communautés ethniques différentes. Vous trouvez des catégories socio-économiques différentes. Vous trouvez même des races différentes.
des conditions différentes qui convergent et qui partagent la même foi. C'est valable pour toutes les autres confréries. Et le fait que je crois que les différents chefs, les différents khalifes se mettent ensemble, c'est une façon de dire que nous voulons une union forte. Mais nous voulons aussi offrir un exemple au peuple, offrir un exemple aux jeunes. Seigneur Mansour Sy l'a dit de façon très claire, c'est un modèle. C'est des pratiques qui doivent être érigées en repères. Dans un contexte où les repères ont tendance à se fragiliser, où les modèles ont tendance à disparaître, où nous avons de nouvelles représentations qui ont tendance à se développer, qui ont tendance à prendre forme, et qui ne sont pas toujours des modèles orientés vers la vertu ou vers la quête du savoir. Je crois qu'au fond, ce qui s'est passé avec la disparition de Serigne Sidi Mokhtar Mbacké, c'est premièrement, nous avons une icône de la vie sénégalaise, de la vie africaine, de la vie tout court qui a disparu, mais qui nous a laissé un héritage fort. C'est un appel à l'union, c'est un appel au travail, c'est un appel à la paix. Et puis on se rend compte que ceux-là qui viennent après sont en train de façon itérative de continuer le même discours, de poser les mêmes actes, d'aller vers le même sens du rassemblement. Parce que c'est cela seulement qui est important. Comme je le dis encore une fois, nous sommes dans un monde où les pratiques attentatoires à la foi ont tendance à se développer, où les pratiques anti-religieuses ont tendance à gagner du terrain. Alors je crois qu'on a besoin derrière d'avoir, si vous voulez, de véritables combattants de la paix, de véritables combattants de la religion, qui disent au fond que la spiritualité, c'est pas seulement des actes cultuels, prier, jeûner, etc. Mais c'est respecter l'autre, c'est travailler, c'est chercher le savoir, c'est créer une atmosphère de paix. Et je crois que la religion au Sénégal constitue un bel exemple pour le monde entier. Professeur Babacar Samb, Serigne Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, également considéré comme le défenseur des communautés oppressées. Je le disais tantôt, à titre d'exemple, il avait invité l'année dernière la communauté Rohingyas de Birmanie à assister au Grand Magal de Touba. Aujourd'hui, l'héritage, comme l'a dit Djibi, que retenir de l'héritage du Saint-Homme qui a tiré sa révérence tout récemment? Moi, je pense qu'effectivement, comme l'a dit Djibi, c'est, comme l'a dit d'ailleurs votre reportage, c'est un homme de paix, un homme de fraternité pour tous les musulmans à travers le monde. C'est pourquoi, d'ailleurs, c'est l'invitation des Rohingyas qui étaient opprimés dans leur propre pays et forcés à l'exil. Je crois que c'est le pape, par exemple, fait des voyages dans des pays où les peuples sont opprimés. Mais je crois que comme les musulmans n'ont pas réellement une hiérarchie reconnue par tous les musulmans, mais chacun peut faire ce qu'il peut. Donc il a essayé, lui, de sa propre référence, inviter, on peut dire comment le marabout pouvait être sensible à cette oppression des Rohingyas, qui est musulman. Et donc, je crois que c'est un acte à saluer, d'autant plus que vous avez les Mourides qui sont la diaspora mouride qui est vraiment dispersée un peu partout dans le monde, aux États-Unis, en Europe, en Asie, et qui travaillent, qui informent, et que donc tout le monde, comme on l'a dit tout à l'heure, revienne pour le ressourcement au niveau du Magal. Deuxièmement, il faut dire que le marabout également a toujours travaillé pour intégrer et approcher donc la hiérarchie chrétienne avec qui il a entretenu de très bonnes relations, comme il l'a fait aussi sur le plan politique entre les dirigeants politiques au pouvoir et ceux de l'opposition. Il recevait tout le monde et il donnait la bonne parole, les bons conseils à tout le monde pour la concordance, l'unité du peuple sénégalais, au-delà donc de nos appartenances confrériques, de nos appartenances ethniques. Et il a toujours vraiment suivi la voie tracée par Ahmadou Bamba, très rigoureusement, qui consiste à travailler pour l'unicité de Dieu et d'affranchir le musulman mouride aussi de la dépendance et surtout de l'assimilation, comme Djibi l'avait dit, parce que la politique d'assimilation, c'est vrai que la France l'a beaucoup développée dans un pays comme l'Algérie, mais aussi au Sénégal, on sait bien ce que représentait l'école française, l'école chrétienne, qui travaillait justement pour inculquer la culture et la mentalité française, alors que lui, il était l'héritier de ces résistants, Lat Dior, Maba Diakhou et autres. Il a poursuivi
leur œuvre sur le plan spirituel, mais aussi en tant que nationaliste pour redonner au Sénégal sa dignité. L'actualité en débat, c'est aussi ce qui se passe en Tunisie avec les manifestations contre la hausse des prix qui ont éclaté le 8 janvier dernier en Tunisie, qui ont pris une envergure nationale, embrasant non seulement les villes reculées du pays, mais également celles situées sur le littoral, comme le montre ce récit de Nazwa Bécha. Lors des dernières manifestations qui ont secoué plusieurs régions du pays, les unités sécuritaires et militaires se sont mobilisées jour et nuit dans toutes les villes afin de protéger les citoyens, les institutions privées et publiques contre les casseurs. Le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khalifa Chibeni, a précisé que 50 policiers avaient été blessés et plus de 328 personnes impliquées dans les troubles ont été arrêtées. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, est en marge d'une visite de terrain à El Batan, situé dans le périphérique de la capitale, avait critiqué l'irresponsabilité de certains politiciens et pointé du doigt le Front populaire. Les actes de vandalisme n'ont aucun rapport avec les mouvements de protestation pacifique condamnant la hausse des prix. Les corrompus qu'on a arrêtés sont derrière ces actes de vandalisme, ainsi que le Front populaire. Ils incitent tous au désordre. Le porte-parole du Front populaire, Hamal Hamami, a répondu aux propos du Youssef Chahed dans une conférence de presse en indiquant que le chef du gouvernement veut cacher son échec et celui de son gouvernement. Ces mots sont irresponsables. Le chef du gouvernement exprime dans ses propos une confusion qu'il vit, lui, son gouvernement et la coalition au pouvoir, parce qu'il ne s'attendait pas à une telle réaction populaire face à ces mesures destructrices contenues dans la loi de finances 2018. Il a voulu se dérober aux responsabilités, à ses propres responsabilités, aux responsabilités de son gouvernement, devant l'échec de leur politique économique et sociale, devant l'échec de leurs choix économiques et sociaux. Plusieurs réactions ont été enregistrées durant ces derniers jours. La première est celle de la centrale syndicaliste qui a rejeté tout mouvement douteux et a condamné ces actes de violence. Le mouvement des Nahda a rappelé que le Front populaire a voté pour la loi de finances et qu'il était en train de se moquer des Tunisiens en les appelant à manifester. La Tunisie est entrée dans une phase de turbulence sociale, une secousse qui met rudement sous pression le gouvernement de Youssef Chahed, nommé en août 2016. Najwa Bécha, Médien TV, Tunis. Alors, Djibril Diakhaté, 7 ans après la révolution qui a abouti à la chute du régime de Ben Ali, on en est encore là. Qu'est-ce qui explique, selon vous, le malaise social auquel nous assistons depuis pratiquement 7 ans en Tunisie? Il me semble que le printemps arabe, si vous voulez, laisse encore quelques secousses se manifester. Il ne faut pas oublier que c'est parti de la Tunisie et qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui est en train de revenir au niveau de la Tunisie. Voilà un pays particulier qui se situe au confluent de plusieurs civilisations. Civilisation orientale, civilisation occidentale avec sa proximité géographique avec l'Europe, mais civilisation purement et simplement africaine. Parce que si on se réfère aux travaux qui ont été menés par Cheikh Anta Diop sur l'influence que l'Égypte a eu à exercer sur le continent africain de façon générale, on se rend compte évidemment que cette civilisation égyptienne d'origine africaine aura influé aussi sur la configuration aujourd'hui de la Tunisie. Donc plusieurs groupes d'influence qui s'exercent sur la Tunisie. Deuxième chose qui me semble importante, c'est la démocratie telle qu'elle est appliquée en Tunisie et dans les pays arabes de façon générale, avec un certain nombre de manquements. C'est-à-dire qu'on a tendance ici à croire que la démocratie se situe simplement à un niveau politique. Et on oublie les aspects économiques de la démocratie. Vous allez en Tunisie, vous trouvez des inégalités qui sont devenues très profondes. Inégalités entre des groupes, mais inégalités entre les terroirs. Des terroirs qui sont mieux lotis que d'autres terroirs. Des jeunes qui vivent un désarroi au quotidien. Même après leur scolarisation, après l'obtention de leur diplôme, ils ont du mal à s'insérer dans le tissu de production. Donc, vivant une marginalisation et vivant une précarité au quotidien, ils ont tendance à poser sur la table des revendications fortes orientées vers leur autonomie sur le plan économique. Donc, une démocratie économique qui peine à s'installer dans un pays comme la Tunisie. Mais une démocratie politique aussi, qui implique tous les acteurs autour de l'essentiel. Quand vous regardez
le chef du gouvernement pointer du doigt une entité politique, ça veut dire qu'il y a absence manifeste de dialogue entre les différentes entités politiques au niveau de la Tunisie. Et cela constitue des déchirures de type politique. Et dans des pays comme la Tunisie, avec des groupements ethniques différents, avec des conditions socio-économiques différentes, vous avez tous les ingrédients qui sont réunis pour créer un cocktail dangereux lorsque le plan politique, si vous voulez, est plus ou moins enflammé. À cela, il faut ajouter tout de suite aussi le front social. Parce que vous avez des catégories socio-économiques qui sont plus ou moins exclues. Un accaparement des ressources par une certaine minorité. Et vous avez, à partir de ce moment-là, un contrôle citoyen qui a tendance à se développer de plus en plus. Cette proximité avec l'Europe, qui n'est pas seulement une proximité géographique, c'est aussi une proximité idéologique, fait que certains formés dans certaines universités, notamment les jeunes, refusent ce modèle de management du pays et qui met en avant une minorité et qui exclut la majorité, surtout cette majorité vivant au niveau des périphéries sur le plan territorial. Alors, professeur Babacar Samb, aujourd'hui, comme l'a dit Djibi Diakhaté, les manifestations de façon spontanée qui ne sont pas, comme l'ont dit certains citoyens, ne sont pas instrumentalisés par des politiques aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut en Tunisie comme modèle socio-économique pour faire, ou bien pour satisfaire les revendications, notamment économiques? Oui, je pense qu'il faut avant ça parler de surtout la transition démocratique réussie de la Tunisie. La transition politique, peut-être qu'elle a été réussie. Absolument, parce que c'est vous comparez la Tunisie par rapport à l'Égypte, par rapport à la Syrie ou le Yémen, où c'est le chaos, et les frères musulmans contre ICC, vous allez donc en Syrie, État islamique, répression, cortège de mort au Yémen. Mais la Tunisie a réussi parce que au départ, la révolution qu'on appelle printemps arabe était dirigée et menée par les forces sociales, mais surtout par la Nahda, qui est véritablement un parti islamique, qui était banni sous Habib Bourguiba et sous Ben Ali, et même Ghanouchi était obligé d'aller à l'étranger. Donc, arrivé là, ils n'ont pas vraiment remis en cause le socle démocratique et laïque de la Tunisie, surtout sur la question de la femme et le tourisme. Et que donc ils ont gagné l'Assemblée constituante. Ils ont, Marzouki, le Premier ministre, le président tunisien, il a dirigé le pays vraiment. Et on est arrivé à des élections. Ce qui est bizarre, c'est qu'on est revenu sur disons, la voie tracée par Habib Bourguiba au départ. Ça veut dire que cette coalition c'est-à-dire le président de la République, oui. C'est-à-dire le président de la République qui est un homme de Serail, qui depuis 1960 a occupé tous des ministères de la Défense, Affaires étrangères, a été ambassadeur à Paris, etc. Eh bien, c'est lui, avec son parti Nida Tunis, qui était l'alternative par rapport à la gauche tunisienne et par rapport aux islamistes. Donc les Tunisiens ont choisi de la sécurité et contre le djihadisme qui commençait, c'est vrai, à se développer dans la sous-région, et qu'on pensait effectivement que cet homme politique mûr allait changer radicalement donc la Tunisie, surtout combattre la corruption qui était accusée au président Ben Ali et la famille Trabelsi de sa femme, qui accaparait tous les richesses tunisiennes. Et on pensait également que les Tunisiens attendaient l'amélioration de leur pouvoir d'achat et la diminution des prix, et qu'on voit tout à fait le contraire. Et professeur, le chômage s'est développé surtout c'est le modèle économique à asseoir pour faire donc baisser la colère d'une partie de la population qui continue à revendiquer un mieux-être. Oui, absolument. Le modèle économique tunisien, c'est un modèle libéral. Reste modèle libéral arrimé un peu au type de modèle à l'occidental. Alors que tous les pays africains cherchent des modèles, mais on n'arrive pas véritablement, à part Sankara, disons, à créer notre propre démocratie. La démocratie universelle, je suis d'accord, mais je veux dire que d'adapter aux conditions locales.
Parce que la Tunisie, moi j'ai fait mes études en Tunisie, donc c'est un pays que je connais très bien. Eh bien, c'est le pays le plus occidentalisé de tout le monde arabe. Le pays le plus tolérant sur le plan de l'émancipation de la femme depuis le temps de Habib Bourguiba jusqu'à aujourd'hui. Eh bien, vous avez même, les femmes se sont révoltées quand on a voulu changer la constitution ou dire la femme égale à l'homme. On ne voulait enlever ça. Eh bien, elles se sont battues pour que cela soit maintenu. Alors, donc c'est pourquoi je crois que le modèle économique et le modèle politique, c'est à repenser, parce que c'est le pays qui a le plus de personnes qui ont fait des études supérieures. Vous savez, les femmes en Tunisie, les cadres représentent plus de 38% des cadres. Alors que vous avez les universitaires, les ingénieurs qui préparent une très grande grève actuellement. Voilà, donc je pense que, pour terminer, que les causes de la révolte, mais c'est le chômage, c'est l'enchérissement du coût de la vie, l'austérité du budget, et que les syndicats comme l'IGTT, qui est vraiment un syndicat très fort historiquement, eh bien, est en phase avec le Front populaire pour donc revenir à un modèle économique qui prend en charge les plus démunis. Question sur laquelle nous allons revenir certainement dans notre cadre, parce que nous sommes arrivés au terme de cette émission Talk Afrique, qui avait le plaisir de recevoir Babacar Samb, ancien ambassadeur du Sénégal en Égypte, mais également qui a fait ses études en Tunisie, comme il l'a appelé tout à l'heure, et ancien chef du département d'arabe à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Avec nous également Djibi Diakhaté, professeur, enseignant-chercheur, mais également sociologue. Merci, messieurs, d'être avec nous. Grand merci également à vous d'avoir été des nôtres. Et merci aux équipes techniques et rédactionnelles. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de Médian TV Afrique. Le rendez-vous est pris pour le prochain numéro.